Et si la truelle d'un archéologue pouvait être aussi puissante qu'un traité diplomatique? C'est précisément l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui. Comment, pendant 200 ans, la France a fait de l'archéologie un outil d'influence mondiale. L'idée de base, elle est simple mais redoutable. Il faut complètement oublier l'image qu'on a de l'archéologue un peu romantique, solitaire. Pendant des décennies, l'archéologie, c'était un véritable jeu de pouvoir. Chaque découverte était une manœuvre sur l'échiquier mondial, directement liée aux ambitions politiques, diplomatiques et coloniales de la France. La question, c'est donc comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment la pelle et la truelle sont-elles devenues des outils aussi importants que le stylo d'un ambassadeur? C'est ce qu'on va décrypter ensemble en retraçant la manière dont la France a bâti son prestige, une fouille après l'autre. Notre histoire, elle commence par un vrai coup de tonnerre. On part pour l'Égypte en 1798 avec l'audacieuse expédition de Napoléon. C'est vraiment l'acte fondateur de toute cette approche. Alors là, il faut bien regarder ce qui se passe. Ce n'est pas juste une invasion militaire. Napoléon n'emmène pas que des soldats, loin de là. Il embarque avec lui 160 savants et artistes. C'est une révolution en fait. La conquête militaire et l'exploration scientifique deviennent inséparables. Et même si au final ce sont les Britanniques qui gagnent sur le terrain et qui repartent avec la fameuse pierre de Rosette, la France, elle, remporte une immense victoire de prestige grâce à la publication de la description de l'Égypte. Le modèle est né, le sabre et le savant. Donc, une fois ce modèle posé par Napoléon, la première moitié du XIXe siècle va être marquée par une rivalité, mais alors une rivalité féroce, surtout avec la Grande-Bretagne, pour mettre la main sur les antiquités. Et au cœur de cette période, on trouve un personnage fascinant, le consul archéologue. Il faut s'imaginer une sorte de mélange entre Indiana Jones et un diplomate. Leur mission, bon, bien sûr, négocier des accords, mais surtout, rapporter des trésors pour les musées nationaux. Chaque vase, chaque statue qui arrivait à Paris, c'était une victoire diplomatique. C'était la preuve éclatante du prestige français. Et le terrain de jeu principal de cette course, ça va être la Mésopotamie. D'un côté, on a le français, Paul-Émile Botta. De l'autre, le britannique, Austen Henry Layard. C'est un vrai duel à distance. Qui va découvrir les plus beaux trésors assyriens? Qui va remplir le premier les salles du Louvre ou du British Museum? Chaque coup de pioche est un acte de rivalité nationale, purement et simplement. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette histoire, elle est loin d'être finie. Figurez-vous qu'en 2023, sur le site même où Botta avait commencé à creuser, on a découvert un nouveau taureau ailé monumental, plus de 150 ans plus tard. On récolte encore les fouilles de cette course aux antiquités. C'est dire l'impact qu'ont eu ces premières missions. Allez, on avance dans le temps, on arrive à la fin du 19e siècle et on va voir comment cette compétition un peu sauvage va se professionnaliser, comment elle va se transformer en un véritable réseau permanent et stratégique. La France se rend compte d'une chose. Face à la puissance des universités allemandes, il faut changer de tactique. Fini les missions au coup par coup, place à l'institution. Et là, la France va tisser une véritable toile d'araignée scientifique à travers le globe. Athènes, puis Rome, Le Caire, Hanoï, de véritables avant-postes permanents du savoir français. Une idée tellement efficace que toutes les autres grandes puissances vont s'empresser de la copier. Et c'est là que la diplomatie devient absolument passionnante. Prenez le site de Delphes. Après 11 ans de négociations ultra serrées, on arrive à un compromis de génie. En résumé, la Grèce garde tous les trésors, mais la France, elle, obtient le droit exclusif de les étudier et de publier les résultats. C'est la naissance de ce qu'on appelle la propriété scientifique. Un tour de passe-passe diplomatique incroyable qui va fixer les règles du jeu pour des décennies. On arrive après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre, et ça rebat complètement les cartes. La France se retrouve avec un contrôle direct sur des territoires archéologiques d'une richesse inouïe. Le jeu change du tout au tout. Ce tournant politique, il est absolument majeur. Avec les accords Saxe-Picot, la France n'a plus besoin de demander la permission. En Syrie, au Liban, elle est chez elle. Elle administre, elle organise, elle fouille comme elle l'entend. L'archéologie n'est plus un outil de négociation, c'est un instrument direct du pouvoir colonial. Et du coup, chaque découverte, aussi spectaculaire soit-elle, devient une vitrine du pouvoir colonial.
Quand les archéologues français découvrent l'alphabet d'Ougari, l'un des plus anciens du monde, c'est bien plus qu'une simple trouvaille scientifique. C'est une démonstration de force culturelle. C'est une façon de dire « Regardez, c'est nous qui révélons votre propre histoire ». Le prestige scientifique est là pour légitimer la domination politique. Puis arrive la décolonisation, après la Seconde Guerre mondiale. Et là, forcément, ça va obliger l'archéologie française à l'étranger à se transformer en profondeur. Le point crucial, il est simple à comprendre. Avec la fin des empires coloniaux, le vieux modèle basé sur la domination ne peut plus fonctionner. Il s'effondre. L'archéologie française n'a plus le choix. Il faut se réinventer. On passe de l'acquisition à la collaboration. Alors aujourd'hui, comment ça marche? Eh bien, c'est un système assez complexe, un peu un puzzle, géré par plusieurs ministères. Mais ce qui est remarquable, c'est que la France reste un des seuls pays à avoir gardé cette espèce de tour de contrôle pour son archéologie dans le monde. C'est un héritage direct de cette diplomatie d'influence et ça lui permet de coordonner plus de 160 missions sur tous les continents. Et les objectifs, eux, ont changé du tout au tout. On n'est plus là pour prendre, mais pour partager. Aujourd'hui, on forme des équipes sur place, on travaille main dans la main avec les scientifiques des pays d'accueil et surtout, on protège ensemble un patrimoine qui n'est plus vu comme un trophée national, mais comme ce qu'il est, un bien commun de toute l'humanité. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'archéologie, on l'a vu, a commencé comme un outil de pouvoir, de compétition. Mais peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, un monde qui cherche à créer du lien, elle est devenue l'un de nos meilleurs instruments pour la compréhension mutuelle et le dialogue entre les cultures.